Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo Warhammer Underworld et aujourd'hui on va aborder le thème de ce que a apporté la nouvelle saison, en tout cas les changements qu'il y a eu sur cette nouvelle saison qui est appelée Underworld, donc qui est la 6e saison, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est un peu plus. Après, voilà, Games a sorti à un moment des saisons de 6 mois. Du D'accord. coup, C'est plus des demi-saisons que des vraies saisons. voilà, c'est effectivement des demi-saisons, mais bon, certains les considèrent comme des saisons, donc on peut avoir des numérotations à 9, 10 D'accord. en termes de... Donc en tout cas, cette nouvelle saison s'appelle Underworld. Et donc qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle saison en termes de changement, aussi bien matériel que règles? On va peut-être commencer, ce qui est le plus rapide, par le matériel. Le matériel, c'est les fiches de bande, même si ça a Voilà, déjà commencé à exister, mais là, ils ont remis un petit peu tout ça à plat. il y a un certain nombre de différences majeures entre les précédentes saisons et cette nouvelle. C'est pour ça qu'on parle de Underworld version 2. Et auparavant, chaque bande avait des cartes dédiées de pouvoir, d'amélioration, d'objectifs. Ces cartes ont disparu et pour remplacer et garder quand même une spécificité pour chacune des bandes, il y a eu l'introduction des cartes des War Scrolls de bandes. Donc un petit peu de la même manière qu'à Warcry. Chaque bande maintenant a une fiche d'aptitude qui décrit comment ces combattants s'exaltent, éventuellement un ou plusieurs passifs, voilà, capacités qui s'activent tout au long de la partie, et 3, 4 habilités. La plupart du temps, c'est des habilités qui sont jouables qu'une seule fois par partie. Mais bon, il y a forcément des exceptions et certaines bandes du coup, n'ont quasiment pas, voire pas du tout, de capacité unique. Mais voilà, c'est une des différences majeures avec les précédentes versions, qui fait notamment que il a fallu ressortir tous ces profils de bandes pour pouvoir jouer les bandes de la précédente version dans cette nouvelle version. Voilà, donc on rappelle qu'en fonction des formats, il y a 33 bandes qui sont jouables, à une ou deux bandes près, puisque en format Rival et Nemesis, il y a une petite différence de nombre, je crois. Il y en a un tout petit peu plus, il me Je semble, dans crois le pas, format. mais... Il me semble qu'il y en a 2-3 de plus, ou en tout cas ça arrive. Bon, bref. À peu près 33 bandes, on va dire. 33 bandes au moins par format. Donc ça comprend les 33 bandes, ça comprend les nouvelles bandes qui sont Voilà, arrivées donc avec la boîte de base Underworld. on a 4 nouvelles bandes, les Stormcast et les Skaven technologiques de la boîte de base Underguard. Et on a 2 bandes qui ont été sorties par Games. Les Saurus, les Gold Dits, et une bande de démons de Nurgle, oui, de porte-peste. Je maîtrise pas bien les noms de cette faction dans AOS, mais voilà. Donc il y a ces 4 bandes. Là, on a 13 bandes qui ont été sorties l'année dernière, les 13 bandes les plus récentes. Ça comprend la réédition, les rivaux de la Cité Miroir, qui comprenait donc les bandes de Molog, les Gobelins Zarbag, la Reine des Ronces, donc c'est les Spectres, et les Skaven de la saison 1 qui avait été ressorti et remis au jour. Ça comprend les 3 bandes qu'il y avait dans des boîtes dites de démarrage, donc la Garde Sépulcrale, les Fast Riders, donc c'est les Stormcast avec les arbalètes,
et Vanguard, il me semble. Et les autres Stormcast, les Aransul, donc avec leur gros marteau. Et voilà, les dernières bandes, je crois qu'il y en a 1 à 2 par faction qui étaient sorties Voilà. juste avant. Et puis Games a ressorti les 4 chaque faction, donc 4 bandes à chaque fois, donc une boîte avec 4 bandes à chaque fois, avec leurs règles spécifiques, leur profil et leur fiche de bande, tagué Amber Guard, donc pour être jouable dans la saison. Donc vous pouvez vous fournir, j'en profite tout de suite, comme ça c'est fait. Vous pouvez vous la fournir à la boutique Maxi Rêve qui est partenaire de la chaîne. Et si vous dites que vous venez de ma part, vous pouvez avoir probablement une réduction supplémentaire. Voilà, directement. Ceci étant dit, on a parlé des bandes. Il faut également les nouveaux plateaux. Puisque là, du coup, c'est reparti à 0. C'est l'autre grosse nouveauté de cette saison. Avant, chaque joueur pouvait choisir un plateau et il y avait une phase où les joueurs assemblaient les plateaux, les 2 plateaux pour constituer le plateau de jeu unique. Dans cette saison, il n'y a plus qu'un seul plateau qui est donc double face et qui va être différent, un peu plus centré, puisque sur les bords il y a moins de cases, donc ça, pour forcer plus les interactions et le contact. Et on va quand même avoir une certaine liberté stratégique, puisque on va avoir le choix de choisir déjà quelle face on prend et dans quelle orientation on se trouve. Une fois qu'on a choisi, la ligne du milieu va déterminer les cases du territoire neutre, les cases de son territoire et les cases du territoire de l'adversaire. Donc on rappelle, on peut faire comme ça ou comme ça. Voilà. Hein, voilà. Et puis donc, bien sûr, il y a le recto du voilà. Donc là, on simplifie un petit peu le système. Comme tu disais, à lieu d'avant de choisir chacun un plateau et puis de faire un format, c'est directement un seul plateau à date, mais qui est double face. Donc ça permet, ça accélère un petit peu on perdait quand même. Je trouve un peu de temps effectivement à trouver, à chercher. On pouvait perdre un peu plus de temps, effectivement, il y avait plus de combinaisons possibles. Là, on en a quand même 8 différentes, ce qui est quand même suffisant par rapport à avant où chaque plateau, demi-plateau était différent, pouvait être placé de différentes combinaisons. Et voilà. Et puis, ça permet aussi d'éviter un aspect qui pouvait être décrié dans la première version. C'était lorsqu'on mettait nos 2 plateaux en longueur, ça réduisait quand même les interactions. Donc, ça pouvait être nécessaire pour certaines bandes, mais ça pouvait être frustrant pour l'adversaire qui se retrouvait à ne pas pouvoir pleinement utiliser sa bande et ou appliquer sa stratégie. Ouais. Autre changement aussi, c'est sur les profils qu'on a vu peut-être apparaître, c'est ce que rapportent les points de gloire rapportés par les morts. Les morts et la constitution de la bande en entier. Ça. Donc ça, je te le fais parce que tu me l'expliques bien à chaque fois, donc j'en profite. Donc les bandes ont été changées. Avant, effectivement, on avait des cartes pouvoir, amélioration, et on avait aussi chaque profil de combattant pouvait avoir des règles qui étaient propres à la figurine. Toutes les règles de figurine ont été transférées sur la carte de capacité, et sur les cartes de profil, on a juste l'information essentielle. Savoir comment le combattant se déplace, comment il se défend, comment il attaque, combien
oui, de PV, est-ce qu'il est résistant ou pas, et en PV, et nouveauté, sa valeur quand il est tué. Avant, chaque figurine qui était tuée valait 1 point. Plus tard, dans les saisons suivantes, à partir d'un certain nombre de points de vie, on rapportait plus de points. C'était à un moment donné les figurines qui avaient plus de 5 points, 5 PV, il me semble, qui rapportaient 2 points de gloire, puisqu'elles prenaient plus de temps à être tuées. Puis ça a été abaissé à partir de 5 PV. Mais voilà, on avait quand même ce facteur à prendre en compte dans sa bande. Est-ce que je joue une bande populeuse qui va donner potentiellement plein de points de gloire à l'adversaire s'il me les tue, ou est-ce que je prends une bande d'élite qui va encaisser plusieurs attaques avant de mourir et rapporter 1 voire 2 points seulement? Maintenant, ils ont fait, dans un souci d'égalité, chaque bande ne va rapporter au maximum que 7 points au total. Ce qui est donc matérialisé par cette caractéristique de bounty, de points de gloire. Donc certains combattants en rapportent 2, d'autres 1. Généralement c'est plutôt les petits qui ont 1 ou 2, 2 ou 3 PV. Voire même on peut avoir des combattants qui se retrouvent avec une capacité de gloire qui vaut 0. Donc qui va être pénible pour l'adversaire, puisque ça va être une figurines qui devront gérer normalement, mais s'ils dépensent des actions pour l'attaquer, ils en retireront peu de bénéfices, puisque ça apportera aucun point de gloire. Ça va embêter l'adversaire, ça va lui faire perdre des actions qu'il aurait pu consacrer sur des figurines qui pouvaient potentiellement lui rapporter des points de gloire. Voilà. En d'autres termes. On avait donc le côté fiche, on en a parlé. Il restait ensuite la partie, 2 choses à voir. Il y a la partie dés et puis la partie action. Sur la partie dés, de ce que j'ai compris, c'est les critiques qui ont changé, enfin l'utilisation des critiques qui a changé, aussi bien en attaque qu'en défense. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Par rapport à la dernière saison, effectivement, les dés d'attaque et de défense restent les mêmes. On a perdu les dés de magie qui ont été retirés. Le concept de magie n'existe plus dans cette version 2. Et l'autre nouveauté, ça va être dans la gestion des combats. Dans les saisons précédentes, on commençait par comptabiliser les nombres de critiques de part et d'autre, d'attaque et de défense, et celui qui en avait le plus gagnait l'affrontement. Ce qui pouvait amener à des situations où je jette 5 dés en attaque, je fais 3-4 réussites normales, l'adversaire jette un seul dé, fait un critique et annule complètement l'attaque. Maintenant, les critiques ne sont que des réussites avant tout, et ils restent importants puisqu'ils vont permettre de déclencher des capacités nécessitant des critiques. Donc ça pouvait être comme précédemment, il y avait des capacités sur un critique, on faisait plus un dégât, sur un critique on était fracassant, donc on évitait les boucliers en défense. Donc là par exemple, cette unité, sur son arme, il y a le petit symbole critique et le symbole létal qui indique que si on fait au moins un critique dans notre jet d'attaque, on bénéficie
de la capacité létale qui est d'ajouter un dommage à notre attaque. Donc les critiques vont servir à activer ces habilités et notamment il y a aussi 2 capacités génériques. Une pour l'attaque, si on a plus de critiques sur notre jet d'attaque que le défenseur, on a la possibilité de faire l'habilité Overrun, c'est-à-dire qu'on peut pousser notre combattant, attaquant, de manière à ce qu'il prenne la place du défenseur. Donc soit parce qu'on a tué le défenseur, soit parce qu'on a repoussé le défenseur. Donc ça va nous permettre de nous replacer, de piquer entre guillemets un token trésor sur lequel le défenseur s'était placé, ou de se replacer de manière à fournir un support pour des actions d'attaque d'autres combattants. Et on a aussi une capacité générique qui marche sur les critiques, cette fois en défense. Si on a plus de critiques en défense que l'attaquant, on a la capacité stand fast, c'est-à-dire on tient bon, on réduit premièrement les dégâts de 1, ce qui peut éventuellement nous permettre de survivre, et deuxième possibilité, on empêche d'être repoussé, donc voilà, on reste sur place dans le cas où on est toujours survivant. Donc voilà, les critiques vont servir d'une autre façon. Avant, on les cherchait pour pouvoir réussir l'attaque ou réussir la défense. Maintenant, on va plus les chercher pour essayer de se positionner ou empêcher l'adversaire de se repositionner. Voilà, ça ne va pas préjuger de l'attaque, ça permettra de faire passer l'attaque, mais ce ne sera pas un critique tout seul, ne va pas contrer par exemple 2 réussites. Voilà, donc avec 2 réussites contre un critique, contrairement à avant, le critique avant permettait de bloquer tout, entre guillemets, si on est dans le cas de défenseur. Là aujourd'hui, deux attaques réussies classiques, on va dire, normales, contre un critique, l'attaque passera quand même. C'est ça. Voilà. En revanche, vu qu'il y a un critique, tu ne seras pas repoussé et tu pourras diminuer de 1 des dégâts. Mais oui, voilà, l'attaque quand même passe. Voilà. C'est la grosse différence au niveau de l'utilisation des critiques. Alors je disais qu'il restait 2 choses à dire, mais en fait il y en a encore 2. J'en avais oublié un élément. Au niveau des actions, ils ont rajouté une action qui est le focus. C'est ça. Avant, les actions de base, on va dire. On avait comme action de base de bouger, d'attaquer, de charger, alors, de se mettre en garde. Mais ça faisait pas cet effet-là. Ouais, ça existait, mais c'était pas cet effet. Avant, on avait 2 actions de joueurs qu'on pouvait faire à la place d'activer une de nos figurines. L'une, c'était de défausser un objectif pour en repiocher, et l'autre, c'était de tirer une carte pouvoir. Maintenant, ces 2 actions ont été combinées en une seule action qui s'appelle Focus et qui nous permet de recycler sa main. On peut défausser un nombre que l'on veut de cartes pouvoir ou de cartes objectifs, de retirer le même nombre plus une carte pouvoir supplémentaire. Donc voilà, ça permet de combiner les 2 actions en une et surtout de pouvoir refaire sa main complètement. Et ça la rend plus rentable qu'avant où c'était très aléatoire. Là au moins on est sûr qu'on a les 2. Enfin, on peut avoir. On est sûr qu'il y a au moins quelque chose qui va arriver. On va dire ça comme ça. Autre précision sur les actions. Petite précision. Alors il y aura peut-être une précision après dans les règles qui viendra. Mais a priori dans cette nouvelle saison, on peut faire 2 mouvements. On pouvait faire ça depuis 2-3 ans, 2-3 saisons. Ils ont changé les règles initiales et le pion de mouvement maintenant ne bloque plus que la possibilité de faire une charge. Ouais. Mais si on a un pion de mouvement, on peut rebouger. Chose qui n'était pas
possible au tout début, mais qui était là en fin de version 1 et qui a été reporté dans cette version 2. Et l'autre aspect sur ces tokens, c'est avec les tokens charge. Donc pareil, c'était aussi disponible à la fin de la V1. Un pion charge, normalement, ne nous permet pas d'activer de nouveau notre combattant durant le tour, le round en cours. Mais donc ça, ce n'est plus tout à fait vrai. On peut maintenant réactiver notre combattant, même s'il a un pion charge, à condition que l'ensemble des combattants survivants de notre bande ont aussi un pion charge. Si il a un pion charge et qu'il est réactivé, il ne peut faire que des actions simples, bouger, attaquer, se mettre en garde, mais il ne peut pas recharger de nouveau. Donc ça lui permet de se réactiver, mais dans un aspect plus limité. Ok, il nous reste un dernier élément à voir, c'est l'utilisation des points de gloire pour les améliorations. Puisque là, pour le coup, ça a un petit peu changé et ça limite, on va dire, les pertes de figurines, si on peut dire ça comme ça. Ça va être un peu plus permissif, oui, effectivement. Précédemment, en V1, on devait dépenser un point de gloire pour pouvoir mettre une amélioration. Maintenant, en fait, on va comptabiliser à tout moment le nombre de points de gloire que l'on a acquis et on pourra mettre un nombre d'améliorations ayant des valeurs, puisque c'est une nouveauté dans les améliorations. Maintenant, les améliorations ont une valeur. Donc pour l'instant, c'est généralement de 0 à 2. Ce chiffre sur les améliorations nous indique le nombre de points de gloire que l'on doit posséder pour pouvoir la positionner. Mais qu'on doit posséder, pas dépenser. Donc, admettons, voilà, j'ai 5 points. On va faire plutôt, voilà. J'ai 2 points de gloire. Je vais pouvoir mettre mon amélioration endurance accrue, ou bien le brut momentum, mais pas les deux, puisque si je fais la somme de ces améliorations, ce sera supérieur à la valeur de points de gloire que je possède actuellement. Donc en soi, ça change pas vraiment par rapport à la V1 où on dépensait un point de gloire pour poser une amélioration. Il y a juste le fait que certaines améliorations coûtent plus cher. Mais c'est pas vraiment la grosse nouveauté. La nouveauté, c'est que lorsque un combattant, admettons, j'avais mis l'endurance accrue à mon rat et à Critatoc, et que celui-ci décède. Au moment où il décède, toutes les améliorations qu'il possède sont défaussées. Tous les compteurs blessures ou statuts sont défaussés aussi, au cas où ils reviennent. Et du coup, étant donné que l'amélioration a été défaussée, mes 2 points de gloire que je possède sont de nouveau disponibles si je veux remettre des améliorations. Par exemple, j'avais un brut momentum en 20. Cette fois-ci, étant donné que je n'ai plus d'amélioration qui me coûtait, je peux la positionner sur un autre combattant et voilà, ça va permettre de pouvoir mettre des améliorations tôt dans la partie sur des combattants potentiellement sacrifiables et de continuer à pouvoir améliorer ces combattants si jamais ceux-ci meurent
que moi j'ai le souvenir effectivement que d'avoir été coincé un nombre de fois incalculable avec les points de gloire parce qu'on avait déjà posé sur des bonhommes et le Et que bonhomme étant tué, voilà. n'ayant pas d'autres points de gloire à dépenser puisqu'on les a déjà utilisés, me retrouver avec une main avec que des améliorations et ne pas savoir qu'en faire. Voilà. Et Donc là, avec la perte du combattant amélioré, ne voilà, on peut se pas refaire sa pouvoir main. faire plus d'objectifs pour nous permettre de gagner des points de gloire et se retrouver Et ça effectivement empêche de bloqué. cycler la main facilement, voilà, etc., d'avoir des effets de jeu. Voilà, ça permet un peu plus d'interaction aussi dans le jeu, et ça permet aussi quelqu'un qui est en train, entre guillemets, de perdre, parce qu'il a perdu une figurine, de éventuellement se reprendre un peu la main et de pouvoir essayer de contrebalancer ça un petit peu en remettant des améliorations sur le terrain et sur le jeu. Voilà, on a fait le tour, je crois, de ce qui apportait la V2, des changements. Il y avait justement aussi ce dernier point qui a été introduit dans cette nouvelle version, c'est qu'il y a maintenant un statut de underdog Exact. qui, pareil, est là pour essayer de favoriser le joueur qui est en train de perdre, qui a le moins de points de gloire, en débloquant des aptitudes plus fortes sur les cartes. Voilà, ça va permettre des petits boosts qui nous faciliteront le fait de scorer des objectifs. Voilà, dans certaines cartes, effectivement, on te dit si tu es underdog, tu as plus de facilité à faire l'effet de la carte. Donc voilà, Voilà. c'est un effet de jeu qui est plutôt sympathique, voilà, qui dit ok, tu es en train de perdre, mais on va essayer de te donner un petit boost pour te faire revenir, pour challenger un petit peu le gagnant et pour aussi que les parties soient un peu plus serrées aussi, donc ce qui est plutôt sympa. Et on a oublié un petit point aussi, je pense, alors je ne sais pas si c'était dans la version précédente, mais un petit point aussi, c'est au premier tour de jeu, celui qui n'a pas l'initiative pioche une carte pouvoir. Alors il me semble, je suis pas sûr que C'est c'était dans ça. les versions précédentes. C'est une nouveauté, effectivement. Autre petite nouveauté, c'est que les jets d'initiative sont différents, mais Oui, c'est vrai que le aussi les dés, la principe, valeur, le dé, les icônes sont ouais. effectivement gérés différemment. Mais il y a quand même un jet de dés pour savoir qui est à l'initiative. Et le perdant de ce jet d'initiative, pour décider qui va commencer à s'activer, gagne une carte pouvoir. Donc ça lui permet de commencer le round généralement à 6 cartes si il n'avait pas pioché et gardé Et je plus peux de vous cartes. confirmer qu'avoir une carte de pouvoir en plus, ça peut faire toute la différence sur une partie, hein. Oui. Si c'est la bonne carte, voilà, comme on dit. Voilà, ben on a fait le tour de toutes les améliorations. Donc, pour résumer, ben, c'est le fait qu'il y ait les bandes de saison qui étaient définies pour le format tournoi. Pour les règles proprement dites, on a les profils, les règles de profil avec ce qui apporte les tués, les bandes, les capacités de bande derrière, l'utilisation des critiques qui a changé, les capacités de base avec le focus qui est arrivé, l'initiative avec la carte pouvoir en plus, l'underdog aussi derrière, et puis l'utilisation des points de gloire aussi qui est différent. Voilà, je schématise, j'ai peut-être oublié un élément, mais voilà, globalement on a fait le tour, le plateau aussi. Voilà, je crois qu'on a tout dit, mon cher Moongob. Je crois aussi. Parfait. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, n'hésitez pas bien sûr à mettre un commentaire sur la vidéo si ce type de vidéo vous plaît, parce que après il y en a plein de possibles. S'il y a un contenu que vous voulez voir sur Warhammer Underworld, n'hésitez pas à nous le dire aussi sur nos différents réseaux, sur mon réseau à moi par exemple, sur le Discord, sur le Facebook. Vous pouvez rejoindre aussi, je le mettrai pareil en commentaire, le Discord de Warhammer Underworld, en sachant qu'il y en a d'autres, mais voilà, un où Moongum est le plus actif en tout cas, où il y a déjà une bonne partie de la communauté. Vous pouvez également nous retrouver lors de l'émission Warhammer Underworld, qu'on va essayer de faire au moins tous les mois, ça c'est sûr, voire peut-être un peu plus, le vendredi soir. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à voir aussi la boutique du partenaire de la chaîne qui est MaxiRev, puisque c'est aussi grâce à lui qu'on va pouvoir vous faire des petites choses, et notamment lors des prochains lives, il y aura des, comme on dit, des giveaways, des dés en l'occurrence. Là, il y aura des dés en Borgward à vous faire gagner, donc je vous expliquerai ça, comment ça fonctionnera lorsqu'on sera sur le live. En tout cas, merci à tous, n'hésitez pas à commenter, bien sûr, c'est important, mettre le petit pouce également pour le référencement et pour que les gens qui chercheraient des informations sur Warhammer Underworld puissent se trouver facilement. Alors, je ne suis pas le seul youtubeur ou twitcher, comme on dit, à faire du contenu Underworld, donc il faut savoir les favoriser et les mettre en avant
pour ceux qui aiment le jeu, c'est important. Et puis pour montrer aussi à Games que le jeu a de l'avenir. Voilà, Jean, est-ce que tu as un petit mot de la fin et puis on terminera là? On vous invite à vous plonger dans cette nouvelle version qui a tous les éléments pour être abordable. Et voilà, et puis comme au moment où on fait la vidéo, ça va bientôt être Noël, je vous en profite pour vous souhaiter à nouveau bonne fête à tous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne. Ciao, ciao! Salut!